Les murs d'un blanc stérile de la maternité semblaient se refermer sur Étienne à chaque tic de l'horloge, chaque seconde résonnant comme un coup de marteau dans son crâne, plus assourdissant que le précédent. Dans la chambre 305, sa femme, Léonie, était en plein travail depuis des heures, ses cris formant une symphonie brute de la naissance. Mais le téléphone d'Étienne vibra avec un tout autre refrain, plus doux, plus dangereux, un message de Margot. « Je t'attends, mon cœur, le champagne se réchauffe. » Il jeta un regard à la porte close, puis à l'ascenseur. Il avait un choix, celui entre le devoir et le désir, entre la naissance de son fils et un rendez-vous brûlant dans un spa de luxe. Il choisit le désir, une décision qui, moins de 24 heures plus tard, allait pulvériser son monde parfait en 1 million d'éclats de regret. Étienne Dupont observa son reflet dans le verre teinté de l'entrée principale de la clinique pour la 3e fois en 10 minutes. L'homme qui lui rendait son regard incarnait le succès. Un costume sur mesure signé Saint-Joseph qui épousait parfaitement sa silhouette athlétique. Une montre Vachereau coûtant plus qu'une voiture neuve et une coupe de cheveux si nette qu'elle aurait pu fendre du verre. Il était Étienne Dupont, magnate de l'immobilier ayant conquis le marché impitoyable de Bordeaux avant ses 30 ans, un homme qui obtenait toujours ce qu'il voulait. Mais son reflet ne pouvait cacher le léger tremblement de sa main, ni le regard affolé d'un homme traqué. « As-tu déjà été abandonné par celui qui jurait te protéger, puis laissé seul pour recoller les morceaux d'une vie qu'il a brisée ? Avant qu'on plonge ensemble dans cette histoire, dis-moi, d'où écoutes-tu cette histoire ? Et si c'était toi, aurais-tu pu lui pardonner ? » À l'étage, dans la maternité, Léonie, sa femme, était sur le point de donner naissance à leur premier enfant. Le travail avait commencé de façon inattendue ce matin-là, 2 semaines avant terme. Un instant, ils prenaient un petit déjeuner tranquille dans leur appartement baigné de soleil, au cœur de la vieille ville, et l'instant suivant, Léonie haletait, une main crispée sur son ventre, le visage livide, entre douleur et stupeur. La course vers la clinique Sainte-Héloïse avait été un tourbillon de pneus hurlants et d'appels paniqués. 8 heures plus tard, l'adrénaline initiale avait laissé place à une angoisse épaisse et suffocante. Le couloir de la maternité sentait l'antiseptique et quelque chose de sucré, une odeur qui le rendait nauséeux. Il n'était pas fait pour ça. L'attente, l'impuissance. Son univers était celui de l'action, des décisions tranchées et des risques calculés. L'hôpital était un territoire étranger où le contrôle appartenait aux médecins et aux machines au bip incessant qu'ils ne comprenaient pas. « Monsieur Dupont ?» Une infirmière aux yeux doux et fatigués s'approcha. « Votre épouse vous réclame. Elle est complètement dilatée. Cela ne va plus tarder. » Étienne força un sourire qui ressemblait davantage à une grimace. « Merci, j'arrive tout de suite. » Mais il ne bougea pas, restant cloué sur place, ses chaussures italiennes semblant peser 1 tonne. Son regard allait des portes battantes menant aux salles d'accouchement à son smartphone, lourd comme un secret. Ding. Une notification illumina l'écran, le nom affiché, Margot. À la piscine de l'hôtel Lagon, le masseur était divin. « Ne me fais pas attendre, mon amour. Bisous. » Son cœur fit un étrange bond, douloureux, un mélange toxique de culpabilité et de désir. Margot. Rien que son nom était un péché. Elle était son échappatoire, sa dépendance. Une brune incendiaire, conservatrice dans une galerie d'art, rencontrée 6 mois plus tôt. Margot était tout ce que Léonie n'était pas. Imprévisible, vive, insouciante. Margot représentait le présent, des instants volés et décadents. Léonie, elle, était son avenir. Sa partenaire, l'encre tranquille de sa vie, intelligente, forte et pleine de compassion. Elle portait son enfant, était la mère de son futur, et en cet instant précis, elle hurlait son nom sur un lit d'hôpital pendant que lui pensait à une autre femme. Le dégoût de lui-même lui serra la gorge. Il devait être là,
tenir la main de Léonie, lui murmurer des mots d'encouragement, être le mari aimant. Mais l'idée de la salle d'accouchement, du sang, des cris, de la réalité brute de la naissance, lui nouait l'estomac. Margot sirotait du champagne dans un spa 5 étoiles. Propre, parfait, une évasion. J'ai besoin d'air, bredouilla-t-il en dépassant l'infirmière, son pas rapide et décidé. 5 minutes, je reviens. L'infirmière le regarda s'éloigner avec un mélange de compréhension et de pitié. Elle avait déjà vu cette panique chez des futurs pères, mais elle ne pouvait imaginer la tempête qui faisait rage en lui. Il n'alla pas prendre l'air. Il fonça vers l'ascenseur, le doigt tremblant sur le bouton du rez-de-chaussée. Son esprit était un champ de bataille. « Retourne là-bas, c'est le moment le plus important de ta vie. Ton fils est en train de naître. » soufflait la voix froide et claire qui ressemblait à celle de son père. « Elle ira bien, les médecins s'en occupent. »« Margot t'attend, pense à la liberté. » susurrait une autre voix, plus douce et dangereuse. Il pensa au visage en sueur de Léonie quand il avait quitté la chambre 1 heure plus tôt. « Ne tarde pas trop, Étienne. J'ai peur. » Puis, il pensa au rire de Margot, au parfum de jasmin qui s'accrochait à son col. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent dans un léger tintement, et Étienne y entra, les parois en acier réfléchissant un homme qu'il ne reconnaissait plus. Il n'était plus seulement un homme déchiré entre 2 femmes, mais un homme au bord d'un choix qui allait détruire sa vie. Son pouce glissa de ses contacts à l'application de réservation. « Hôtel Lagon » tapa-t-il, ses doigts semblant agir indépendamment de sa volonté. La voiture était annoncée dans 3 minutes. L'ascenseur le descendait, l'éloignant des cris de sa femme et de la naissance de son enfant. Étienne se répéta un mensonge, un mantra désespéré qu'il murmura dans le silence métallique. « Je reviens dans 1 heure. Personne ne saura que je suis parti. » La transition entre le monde anxieux et aseptisé de la clinique Sainte-Héloïse et l'opulence calme de l'hôtel Lagon fut un choc. Il avait l'impression de traverser un portail menant dans un univers où la douleur, la peur et la crasse de la vie réelle étaient interdites d'entrer. L'air du hall était parfumé à la citronnelle et au thé blanc, un doux jazz s'échappait d'enceintes invisibles, et le murmure des conversations feutrées de l'élite bordelaise formait une berceuse rassurante. Étienne confia machinalement les clés de sa berline noire au voiturier, salua distraitement le réceptionniste qui le connaissait par son nom et se dirigea directement vers les ascenseurs menant au spa Chiro. Chaque détail de l'hôtel avait été pensé pour séduire. Les sols en marbre, les poutres en bois ancien, les œuvres d'art soigneusement sélectionnées accrochées au mur. C'était un langage de richesse et d'exclusivité qu'Étienne parlait couramment. Ici, il n'y avait pas de cris, pas d'odeur d'antiseptique. En haut, Léonie n'était qu'une patiente parmi d'autres. Ici, il était Monsieur Dupont, un homme à qui tout le monde obéissait. Le spa était un sanctuaire encore plus paisible, un havre souterrain de chaleur et de silence où flottaient des effluves d'eucalyptus et de bois de santal. Une hôtesse au sourire angélique le guida à travers un couloir éclairé de lanternes. « Mademoiselle Moreau vous attend près de la piscine, Monsieur Dupont. Elle a réservé un cabanon privé. »« Merci, Aïko. » Il la vit avant qu'elle ne le voie. Margot était étendue sur un transat blanc, splendide dans un bikini noir audacieux. Sa peau dorée, luisant légèrement sous la lumière tamisée, un verre de champagne à moitié vide posé à côté d'elle, un roman de Sylvia Plath ouvert sans être lu. Elle incarnait la nonchalance et l'indulgence absolue. En l'apercevant, une vague de désir sombre et possessif balaya sa culpabilité, le submergeant. « J'ai cru que tu m'avais posé un lapin, » dit Margot sans ouvrir les yeux, une moue joueuse dans la voix. « Jamais, » répondit Étienne d'une voix rauque. Il se pencha pour l'embrasser, le goût du champagne et de son rouge à lèvres luxueux, tranchant avec l'arrière-goût de peur qu'il avait encore en bouche 1 demi-heure plus tôt. Elle ouvrit enfin les yeux, 2 lacs marrons,
plein d'un éclat espiègle et provocateur. « Problème au paradis ?» demanda-t-elle en effleurant la veste de son costume du bout de ses doigts manucurés. « Tu as l'air tendu. »« Une journée difficile au bureau, mentit-il en ôtant sa veste. Le mensonge sortait si naturellement qu'il ressemblait à une seconde peau. « Pauvre chérie, susurra-t-elle en se décalant pour lui faire de la place. Laisse-moi t'aider à tout oublier. » Il s'assit, le tissu de son pantalon hors de propos dans l'atmosphère humide et sensuelle. Il défit sa cravate, le nœud ressemblant soudain à un nœud coulant. Autour d'eux, le monde était un tableau de perfection. Une femme flottait avec un masque de soie vert sur le visage. Un homme lisait un journal économique en peignoir. C'était une bulle, et pour une heure désespérée, il voulut plus que tout s'y réfugier. « Comment était le massage ?» demanda-t-il, ses doigts jouant avec la bretelle du haut de son bikini. « Un rêve, un type nommé Jean-Philippe, des mains de Dieu. Tu aurais été jaloux, ronronna-t-elle en se levant contre lui. Son téléphone vibra dans sa poche. Il l'ignora. Probablement l'infirmière, ou pire encore, Luc, le frère aîné de Léonie, un urgentiste qui n'avait jamais vraiment supporté Étienne. Luc avait un regard qui le démasquait, qui le réduisait à ce qu'il était vraiment. « Tu es ailleurs », nota Margot, son regard se rétrécissant légèrement. Elle se redressa, ramenant ses genoux contre sa poitrine. « C'est à cause d'elle ?» Elle n'avait jamais utilisé le prénom de Léonie. Toujours « elle », comme si ne pas la nommer, rendait leur relation moins réelle. « C'est compliqué, dit Étienne, l'euphémisme du siècle. Tout est compliqué avec toi, et c'est ce qui te rend irrésistible, répondit-elle avec un léger agacement. Mais moi, je ne fais pas dans le compliqué. Je fais le champagne à Paris, les escapades improvisées à Santorin. Je ne fais pas ça. Elle balaya de la main la tension, ses vêtements, tout ce qu'il était devenu en venant ici. Dingue. Une autre notification. Sa main tressaillit. Margot le remarqua. Par pitié, Étienne, éteins ce téléphone. Tu es ici avec moi. Sois vraiment ici. Son ton n'avait plus rien de léger. C'était un ordre. Il hésita un instant. L'image du visage épuisé de Léonie s'imposa à lui, la respiration heurtée, le bip régulier du moniteur. Elle est entre de bonnes mains. Je suis inutile. Juste un spectateur, pensa-t-il. Inspirant profondément, il sortit son téléphone et appuya longuement sur le bouton d'alimentation. L'écran s'éteignit. Le silence qui s'ensuivit fut à la fois un soulagement et une source de terreur nouvelle. Il était désormais injoignable, déconnecté, prisonnier volontaire de ce cocon luxueux. « Mieux ?» demanda Margot, un sourire triomphant sur les lèvres. « Beaucoup mieux », mentit-il encore, avant de l'attirer à lui. Leurs lèvres se rejoignirent. Il essaya de s'y perdre, de ne penser qu'à la douceur de sa peau, au parfum entêtant de jasmin. Mais à chaque fois qu'il fermait les yeux, il ne voyait que les portes battantes de la salle d'accouchement se refermer, l'excluant, et il croyait entendre le fantôme d'un cri de bébé qu'il n'avait pas accueilli. L'illusion d'évasion se fissurait. Il avait emporté sa prison avec lui. Le cabanon privé était un écrin dans l'écrin, des voilages blancs ondulant sous une brise artificielle, isolant la vue sur la piscine principale et créant un monde clos, intime. Une bouteille de champagne Bollinger reposait dans un seau d'argent, 2 flûtes couvertes de condensation attendaient sagement. Margot avait tout orchestré avec son talent habituel pour les décors décadents. « Alors, dit-elle en se réinstallant parmi des coussins de soie, « dis-moi ce qui te tracasse vraiment. C'est encore ce vieux faussard du comité d'urbanisme qui bloque ton projet sur la rive gauche ?» Elle tentait de le ramener dans leur univers, celui des deals à plusieurs millions, des jeux de pouvoir. Un monde où il était roi. Une diversion calculée pour flatter son ego et éloigner les pensées parasites. Étienne força un rire, fit sauter le bouchon du champagne d'un geste expert. « Quelque chose comme ça ?»
Fossard est un caillou dans ma chaussure, dit-il, tissant un mensonge de plus, construisant un univers fictif pour masquer le drame humain qui se jouait à quelques kilomètres. Il parle de réunions imaginaires, de conflits avec des investisseurs fictifs, brodant une histoire de manigance financière qui n'existait que pour couvrir la vérité. Margot écoutait, hochait la tête, ponctuait de conseils cyniques. « Achète-le », proposa-t-elle en sirotant son champagne. « Tout le monde a un prix, trouve le sien. » Voilà toute sa philosophie, et par extension celle qu'Étienne avait adoptée. Tout se vend, tout s'achète, la loyauté, l'amour, l'intégrité. Mais face à la réalité, cette vision du monde s'effondrait. Certaines choses n'avaient pas de prix. Il parlait encore, mais il avait l'impression de s'observer de loin. Un homme en costume froissé, buvant un champagne qu'il n'appréciait pas, assis à côté d'une femme qui n'était qu'une distraction creuse. Il se voyait comme un fantôme à son propre festin. « Tu sais, murmura Margot en posant sa flûte, s'approchant de lui d'un air félin, je sais exactement ce qu'il te faut pour te détendre. » Ses doigts déboutonnèrent d'Étopéta les 2 premiers boutons de sa chemise, frais contre sa peau brûlante. Son parfum, un mélange lourd de jasmin et de chlore, l'enveloppa. C'était l'évasion qu'il était venu chercher, l'oubli qu'il réclamait. Il se laissa basculer sur les coussins, avide de noyer cette voix lancinante dans sa tête. Pendant qu'Étienne Dupont se noyait dans son mensonge, Léonie se battait pour sa vie. La salle d'accouchement était l'opposé brutal du cabanon. Froide, éclairée crûment, chaque instrument scintillant comme un avertissement, chaque bip sonore un rappel de la fragilité de l'instant. L'air vibrait des halètements et des gémissements primordiaux de Léonie. Sa mère, Jeanne, se tenait à ses côtés, la voix chevrotante d'encouragement, essuyant son front avec un linge humide. Sur l'autre flanc, Luc, son frère, posait un regard attentif sur les moniteurs, une présence rassurante malgré sa colère contre Étienne. Il n'était pas là en tant que médecin officiel, mais son expérience était un bouclier silencieux. « Où est-il, Léonie » murmura Jeanne, sa voix vibrante de colère qu'elle s'efforçait de contenir. « Cela fait plus d'1 heure. C'est impardonnable. » Léonie ferma les yeux, un nouveau spasme la traversant. Elle secoua la tête, incapable de parler sous la douleur. « Il avait besoin d'air, » gémit-elle une fois la contraction passée. Elle se surprenait à l'excuser, un réflexe dont elle n'avait même pas conscience. « De l'air » cracha Luc, sa voix tranchante comme un scalpel. Il a eu le temps de prendre l'avion pour Marseille et revenir. Il n'est pas là, c'est tout ce qui compte. Léonie ne répondit pas. Un sentiment de solitude glaciale s'infiltrait dans chaque interstice de la douleur. Elle avait imaginé ce moment si différemment. Étienne à ses côtés, sa main serrée dans la sienne, sa voix la guidant, l'ancrant. Ils avaient suivi les cours, lu les livres, choisi le prénom ensemble. C'était censé être le sommet de leur histoire, le moment où ils devenaient une famille. À la place, sa place restait vide, le vide devenant le miroir cruel d'un gouffre plus profond encore. Léonie appela calmement la docteur Martin, sa voix ferme et posée. Le rythme cardiaque du bébé chute légèrement à chaque contraction. Il faut qu'on le sorte. Sur la prochaine poussée, je veux que vous donniez tout ce que vous avez. La peur, tranchante comme une lame glacée, balaya la fatigue. « Il va bien » haleta-t-elle, terrifiée. « Il est un peu stressé, c'est tout » répondit Luc, sa main serrant la sienne, un soutien et un ordre à la fois. « Tu peux le faire, Léo. » Elle chercha son regard, celui de sa mère. 2 visages aimants, un rempart. Mais aucun d'eux ne pouvait combler le vide brûlant de l'absence d'Étienne. Alors, une colère nouvelle jaillit, ardente et pure. Comment osait-il ? Comment osait-il la laisser seule au moment où elle avait le plus besoin de lui ? La contraction monta, énorme, inexorable, et Léonie prit une grande inspiration. Elle ne poussait plus seulement pour son enfant, mais contre la trahison, contre la solitude, contre l'homme qui l'avait abandonnée.
Elle poussa avec une puissance qui lui sembla la déchirer de l'intérieur. Un cri brut, primal, s'échappant de sa gorge. C'était le cri d'une femme donnant la vie, mais aussi celui d'un mariage en train de mourir. À des kilomètres de là, dans le cabanon, Étienne tressaillit. Il crut entendre un écho de ce cri, mais le balaya comme une illusion de sa conscience coupable. Il se pencha pour embrasser Margot plus profondément, cherchant un oubli encore plus total, inconscient qu'à cet instant précis, sa vie basculait irréversiblement. Le dernier effort fut monumental. Léonie sentit son corps céder sous la poussée. Un instant de silence suspendu, puis un cri aigu, faible, emplit la pièce. « Il est là !» annonça la docteur Martin, sa voix vibrante d'émotion. « Vous avez un magnifique petit garçon. » Des larmes brûlantes jaillirent des yeux de Léonie. Sa mère sanglotait, Luc soupira, une faille rare dans son masque de sang-froid. Le bébé fut rapidement enveloppé et posé sur sa poitrine. Minuscule, parfait, le visage rouge, les yeux serrés, un fin duvet brun sur la tête. Léonie effleura sa minuscule main et il agrippa instinctivement son doigt. Dans ce contact, le monde extérieur s'effaça. Il n'y avait plus qu'eux. « Bonjour mon trésor », chuchota-t-elle, la voix brisée par l'émotion. « Je suis ta maman. Je t'ai tellement attendue. » Mais la paix fut de courte durée. Docteur Martin lança soudain une infirmière, la voix tranchante d'alarme. « Le saignement ne s'arrête pas. » L'atmosphère bascula en une fraction de seconde, la joie se dissolvant en une urgence glaciale. Les visages se durcirent, les gestes devinrent rapides et précis. Luc leva brusquement les yeux vers les écrans, ses traits se figeant. « Elle fait une hémorragie, dit-il d'une voix qui ne tremblait plus, uniquement concentrée, impitoyable. » La docteur Martin aboya ses ordres. « Hémorragie postpartum. Préparez une perfusion de Ringer en grand débit. Prévenez le bloc, appelez l'anesthésiste, vite. » Les minutes devinrent floues. Léonie sentit qu'on lui arrachait son fils, le bébé qu'elle venait à peine de rencontrer, emporté par une infirmière. La confusion fit place à une sensation de froid intense qui gagna ses bras, ses jambes. Les voix devinrent échos distordus. « Qu'est-ce qui se passe ?» articula-t-elle difficilement, ses mots pâteux comme étouffés. « Tu saignes un peu trop, chérie, bredouilla Jeanne, la voix tremblante d'effroi malgré ses efforts pour paraître rassurante. Mais Léonie lisait la panique dans les yeux de sa mère, voyait l'agitation fébrile autour d'elle, ressentait la douleur aiguë des mains qui appuyaient sur son ventre pour tenter d'arrêter le flot. « Étienne » murmura-t-elle, son nom un souffle plus qu'un mot, un fantôme sur ses lèvres. « J'ai besoin d'Étienne. » La conscience de Léonie vacilla. Les lumières au-dessus d'elle se réduisirent à de petits points dansants. Le dernier visage qu'elle distingua avant que l'obscurité ne l'engloutisse fut celui de Luc, penché vers elle, pâle et déterminé. « Tiens bon, Léonie, batte-toi. Tu dois te battre. » Pendant ce temps, Étienne consultait distraitement l'heure sur sa montre Vachereau. 17h47. Il était parti depuis plus de 2h30. L'heure qu'il s'était promise s'était allongée, déformée par la bulle hors du temps du spa. Le champagne était terminé, l'excitation s'était évaporée, laissant un goût amer d'anxiété. « Je dois y aller, » dit-il en s'extirpant des bras de Margot. « Déjà ? La soirée ne fait que commencer, » minauda-t-elle en s'étirant avec nonchalance. « Je ne peux pas. » Dîner d'affaires. Nouveau mensonge, alors qu'il remettait sa veste froissée, imprégnée d'une odeur de chlore et de parfum. Ennuyeux, soupira Margot, s'enfonçant dans les coussins. « Appelle-moi demain, on organisera une vraie fuite. Peut-être Florence. »« Peut-être, » dit-il, l'embrassant distraitement avant de quitter le spa et de réactiver son téléphone. L'écran explosa littéralement de notifications. 17 appels manqués de Luc, 4 de Jeanne, 9 messages. Le sang se glaça dans ses veines tandis qu'il ouvrait la série de textos de Luc. « Où es-tu » Elle pousse. « C'est un garçon, reviens maintenant. » « Réponds, bordel !»
urgence. Elle fait une hémorragie. Il n'arrive pas à stopper le saignement. Ils l'emmènent au bloc. Où es-tu, putain? Le sol sembla se dérober sous ses pieds. Le hall d'hôtel tourna. Le bourdonnement de conversation mondaine se transforma en un sifflement aigu dans ses oreilles. Hémorragie. Bloc opératoire. Les mots se succédaient comme des coups de massue, secs, impitoyables. Ce genre de choses n'était pas censé lui arriver. Pas à lui, pas à sa famille. Sa vie, si minutieusement orchestrée, était en train de basculer dans un chaos pur. Étienne jaillit de l'hôtel, ses clés tremblant entre ses doigts, peinant à ouvrir la portière. Il démarra en trombe, manquant de peu de percuter un taxi qui klaxonna rageusement derrière lui. La route, jusqu'à la clinique Sainte-Héloïse, se fit dans un brouillard de peur. Il brûla des feux rouges, slaloma entre les voitures, son esprit repassant chaque seconde de l'après-midi, chaque choix, chaque mensonge. Le mantra qu'il s'était répété « Personne ne saura que je suis parti » résonnait désormais comme une moquerie cruelle. Il se précipita dans le hall de l'hôpital, échevelé, la chemise froissée, l'air hagard. La même infirmière au regard doux le fixa avec un mépris glacé. « Où est ma femme? Où est mon fils ?» hurla-t-il d'une voix rauque presque étranglée. Avant même qu'elle ne puisse répondre, une silhouette massive se planta devant lui. Luc, son regard plus sombre que jamais, des taches de sang visibles sur ses vêtements médicaux. « Te voilà enfin !» cracha Luc, sa voix tremblant de rage contenue. Il ne laissa pas à Étienne le temps de parler. Son poing s'écrasa contre sa mâchoire dans un craquement sec. Étienne recula, un goût métallique emplissant sa bouche. Mais la douleur physique n'était rien comparée à l'abîme qui s'ouvrait sous ses pieds. Elle est en chirurgie. Elle se bat pour sa vie. Et c'est ta faute. Tu l'as laissée seule. Tu l'as laissée pour mourir. Chaque mot était un coup près, plus tranchant que le précédent. Étienne, sonné, s'effondra sur le sol froid en lino. Les néons blafards clignotaient au-dessus de lui comme des projecteurs implacables sur sa honte. Qu'est-ce qui s'est passé? Balbutia-t-il, peinant à articuler, le visage ravagé par la panique. Elle a fait une atonie utérine, expliqua Luc, sa voix oscillant entre colère et douleur. Son utérus ne se contractait pas. Elle a perdu des litres de sang. Ils ont dû faire une hystérectomie pour la sauver. Comprends-tu ce que ça signifie? Vous vouliez une grande famille, n'est-ce pas? Eh bien, c'est terminé. Ton fils sera votre seul enfant. Et c'est le prix de ton après-midi de lâcheté. Les mots se fracassèrent dans son esprit comme des vitres explosant sous un choc. Hystérectomie. Plus jamais d'enfant. L'avenir qu'il avait si soigneusement rêvé, la dynastie qu'il voulait bâtir, venait d'être arrachée, irrémédiablement. Et tout cela par sa faute. La cause était directe, brutale, indiscutable. Il était parti, il l'avait abandonnée, et elle avait failli mourir. À ce moment, Jeanne, la mère de Léonie, apparut dans l'encadrement de la porte. Ses yeux étaient gonflés, rouges, son visage ravagé par les larmes. Elle ignora Étienne, parlant uniquement à Luc. Il est stable. Le bébé, il est en soins intensifs. Petit pour son terme, un peu faible, mais il pense qu'il va s'en sortir. Sa voix se brisa en évoquant son petit-fils. Léonie, avant qu'il ne l'emmène. Elle a murmuré le prénom. Gabriel. Gabriel. Le prénom qu'ils avaient choisi ensemble lors d'un week-end au Pays Basque, en s'imaginant un avenir radieux. Entendre ce nom, dans ce contexte, le fit vaciller. Il se redressa maladroitement, le sang coulant de sa lèvre fendue. Je dois la voir. Je dois le voir. Tu ne verras ni l'un ni l'autre, coupa Luc, implacable, se plaçant de nouveau entre Étienne et le couloir menant aux chambres. Tu as perdu ce droit quand tu as éteint ton téléphone. La sécurité arrive. Tu n'as rien à faire ici. Vous ne pouvez pas. Je suis son mari. Je suis le père de Gabriel.
hurla Étienne, la voix déraillant dans un mélange de supplication et de panique. Un mari qui a laissé sa femme saigner à mort, un père qui se noyait dans le luxe pendant que son fils luttait pour respirer, gronda Luc, la voix grave et terrible. Tu n'es ni un mari, ni un père aujourd'hui. Tu n'es qu'un danger. 2 agents de sécurité apparurent au bout du couloir, silhouette ferme et silencieuse. Cet homme doit quitter l'établissement, ordonna Luc, le doigt pointé sur Étienne. Il est interdit d'approcher Léonie Dupont ou son fils. Étienne voulut protester, chercha du soutien dans le regard de Jeanne, mais elle le transperça d'un regard plus tranchant qu'un couteau. J'ai cru connaître l'homme que ma fille avait épousé. Je me suis trompée. Maintenant, sors et n'aggrave pas encore la douleur qu'elle endure. Il n'y avait plus rien à dire, aucun terrain d'entente, aucun espoir. Les agents l'attrapèrent chacun par un bras et l'entraînèrent. Dans le hall, chaque visage semblait le juger. Il n'était plus Étienne Dupont, magnate respecté. Il était l'homme qui avait abandonné sa femme et son fils. Les portes automatiques de la clinique s'ouvrirent dans un souffle et se refermèrent derrière lui, le rejetant sur le trottoir glacé. Les lumières de la ville, habituellement symbole de son succès, semblaient se moquer de lui, brillantes et indifférentes. Il resta là, planté dans la nuit, le cœur battant à s'en rompre la poitrine, le parfum de l'hôpital encore accroché à ses vêtements froissés, un goût de sang et de regret dans la bouche. Il avait toujours tout eu, un appartement luxueux, une voiture de sport, un compte en banque gonflé. Mais à cet instant précis, il comprit qu'il n'avait plus rien de ce qui comptait vraiment. Il avait échangé la santé de sa femme, la naissance de son fils, leur avenir pour quelques heures de plaisir égoïste. Il marcha lentement jusqu'à sa voiture, le pas lourd, le regard vide. Dans le reflet d'une vitrine, il aperçut un homme méconnaissable, un étranger vêtu d'un costume froissé, le visage marqué, les yeux perdus. La pénombre de son appartement lui parut mortuaire. Les grandes baies vitrées qui donnaient sur la ville ressemblaient à des murs de prison. Le panorama de Bordeaux, d'ordinaire sa fierté, n'était plus qu'un décor lointain, froid et inaccessible. Il erra dans le salon, ses pas résonnant sur le marbre. Les mots de Luc se répétaient comme un écho dans sa tête. Hystérectomie. Gabriel sera votre unique enfant. Tu l'as laissé pour mourir. Chaque phrase le transperçait comme un éclat de verre. Il tenta d'appeler la clinique, encore et encore. Mais chaque fois, une voix ferme et impersonnelle lui répondait qu'il n'était pas autorisé à obtenir des informations sur Madame Dupont ou sur le petit Gabriel. Il était effacé, banni de l'histoire de sa propre famille. Dans un élan de désespoir, il appela Margot. Il ne savait pas ce qu'il attendait d'elle, un réconfort, un mot, une illusion qu'il n'était pas seul. Elle décrocha au 3e appel, la voix ensommeillée, agacée. « Étienne, il est 3 heures du matin. »« Léonie, elle a failli mourir, » sanglota-t-il. Les mots jaillirent en un flot incohérent. « Elle a eu le bébé, mais ils ont dû... une opération. Elle ne pourra plus. Jamais. » Un long silence s'installa à l'autre bout du fil. Il entendait le froissement de ses draps, le clic d'une lampe. « Quoi » demanda-t-elle, la voix soudain froide, alerte. « Une hystérectomie » répéta-t-il, la voix étranglée, comme s'il s'étranglait avec le mot même. « Elle ne pourra plus avoir d'enfant. Mon fils est en soins intensifs. Mon monde s'effondre. » Un silence plus lourd encore s'ensuivit, puis la voix de Margot, glaciale, pragmatique. « Eh bien, c'est malheureux. »« Malheureux » répéta-t-il, un rire nerveux et désespéré montant dans sa gorge. « Tu te rends compte ? Léonie était sur la table d'opération. Notre fils en danger de mort. Et tu dis que c'est malheureux ? » « Que veux-tu que je dise, Étienne » répliqua-t-elle, sa voix trahissant une irritation à peine voilée. « Je suis désolée, oui, mais c'est exactement ce dont je te parlais depuis le début. La complication. La pagaille. Je ne veux pas ça.
Je ne fais pas dans le drame familial, encore moins avec un enfant. C'est trop de surveillance, trop de problèmes. Je ne veux pas être mêlée à ça. » Ces mots étaient comme un seau d'eau glacée. Il comprit alors que leur liaison n'avait jamais été autre chose qu'un divertissement, un jeu. Margot n'était pas une complice, encore moins une alliée. Elle était une distraction, et maintenant que la réalité s'imposait, elle n'avait aucune intention de l'affronter. « Donc, c'est fini ?» demanda-t-il, la voix creuse. « Je suis réaliste, dit-elle, adoucissant légèrement son ton dans un dernier calcul pour ne pas paraître cruelle. Tu dois te concentrer sur ta famille maintenant. Et moi, je ne veux pas être la cause de plus de dégâts. Appelle-moi quand tout sera terminé, ou pas. Au revoir, Étienne. » Elle raccrocha. Il resta là, le téléphone toujours à son oreille. Le silence de son penthouse devenu absolu, une chape de plomb qui s'abattait sur lui. Il comprit avec une brutalité sans égale qu'il venait de perdre tout ce qu'il avait cru posséder. Celle pour qui il avait tout sacrifié venait de l'abandonner sans un regard en arrière. L'illusion s'effondrait. Leur histoire n'avait jamais été un refuge. C'était une cage qu'il avait construite lui-même et dont il venait de jeter la clé. Le lendemain matin, la réalité se fit encore plus implacable. Son avocat l'appela pour lui annoncer que la presse s'était emparée de l'histoire. Un journaliste d'un grand quotidien local avait reçu un tuyau. Un magnate de l'immobilier fait la fête pendant que sa femme lutte pour sa vie. L'article était déjà en ligne, accompagné d'une photo volée d'Étienne sortant hilar de l'hôtel Lagon. Sa réputation, qu'il avait mis des années et des millions à bâtir, était en train de s'écrouler comme un château de cartes. Il se doucha, s'habilla, ses gestes mécaniques, vides. Il devait aller à l'hôpital. Il devait réparer ce qui pouvait l'être. Mais une fois arrivé à la clinique Sainte-Héloïse, la sentence tomba. Son nom figurait sur une liste noire. Un vigile le stoppa poliment mais fermement dès le hall d'entrée. Sa photo était affichée derrière le bureau de sécurité. « Vous ne pouvez pas passer, monsieur Dupont », lui dit-on avec un calme implacable. Il insista, cria, implora, sa voix résonnant dans le vaste hall comme un écho pathétique. Les regards se tournaient vers lui, certains de pitié, d'autres d'indignation. Il n'était plus l'homme que tout le monde admirait. Il était un paria. Rejeté, il traversa la rue et resta des heures, assis dans sa voiture, à guetter la porte de la clinique. Il vit Jeanne entrer, portant un petit bouquet. Il vit des amis communs s'y rendre, le visage fermé. Mais lui restait dehors, spectateur impuissant de la vie qu'il avait détruite. Les jours devinrent des semaines. Il errait dans son appartement en ruine, entre bouteilles vides et restes de plats froids. Ses miroirs lui renvoyaient l'image d'un homme amaigri, le regard éteint. L'article avait fait le tour de la ville. Ses partenaires se désengageaient. Les invitations s'évaporaient. Les contrats s'effondraient. L'empire Dupont, jadis inébranlable, se fissurait sous le poids de sa propre ignominie. Enfin, une semaine après avoir été expulsé de l'hôpital, il reçut une enveloppe par coursier. Elle ne venait pas de Léonie, mais de son avocate. À l'intérieur, un document, une ordonnance restrictive lui interdisant d'approcher à moins de 500 mètres de Léonie ou de Gabriel. Un deuxième papier l'accompagnait, une requête en divorce pour adultère et abandon moral. Étienne s'effondra sur le sol, les papiers serrés contre lui. C'était la fin, officielle et irrévocable. Il venait de tout perdre, sa femme, son fils, leur futur commun, et il n'avait que lui à blâmer. 3 mois plus tard, les cendres de sa vie ne s'étaient pas apaisées. Le divorce avançait rapidement, Léonie ayant engagé une équipe d'avocats impitoyable. Étienne, brisé, ne trouva ni la force ni la volonté de se battre. Il accepta toutes ces conditions. L'appartement, la maison au bord du bassin, une somme vertigineuse pour la pension. L'argent n'avait plus de valeur. Il n'achetait pas le pardon.
Sa société vacillait. Son nom était devenu synonyme de trahison, de scandale. Les investisseurs se retiraient. Ses plus grands projets étaient vendus à perte pour éponger ses dettes croissantes. Il était un roi déchu, assis sur un trône de ruines. Ses droits de visite étaient strictement encadrés, 2 heures, 2 fois par semaine, dans un centre gris, surveillé par Madame Gabil, une travailleuse sociale impassible. La salle était décorée de jouets en plastique criards, sans chaleur. Gabriel, bébé magnifique aux grands yeux calmes, pleurait souvent dans ses bras. Étienne essayait de le bercer, murmurait maladroitement des mots qu'il ne maîtrisait pas, sa voix rauque de regret. Mais le petit ne le reconnaissait pas. Il ne connaissait pas le rythme de son père, ni la chaleur de ses bras. Étienne était un étranger, un simple visiteur dans la vie de son propre fils. Léonie n'assistait jamais aux remises ou reprises de Gabriel. C'était Jeanne ou Luc qui venaient, leurs visages fermés, leurs paroles réduites à l'essentiel. Étienne ne voyait sa femme qu'à travers des photos volées, publiées dans la presse people ou sur les réseaux sociaux. Elle avait changé, plus mince, plus déterminée. La Léonie douce et conciliante avait laissé place à une femme au regard décidé, qui portait désormais ses cheveux coupés en un carré élégant, symbole de renaissance. Elle apparaissait souvent, Gabriel lové contre elle, Luc à ses côtés, comme un rempart. Une image qui le poignardait plus profondément que n'importe quelle insulte. Un après-midi, en sortant du centre de visite, le cœur écorché par un énième adieu à Gabriel, il aperçut Léonie pour la première fois depuis des mois. Elle attendait de l'autre côté de la rue, près de sa voiture. Son souffle se coupa. Il courut vers elle, esquivant une voiture qui klaxonna. « Léonie » appela-t-il, ignorant le regard désapprobateur de Madame Gabil. Léonie se raidit, sa main serrant ses clés. Mais elle ne s'enfuit pas, elle se retourna. Son visage était fermé, sans haine, mais sans la moindre trace de tendresse. « Étienne » dit-elle d'une voix égale, glaciale. « Tu n'as pas le droit de m'approcher. »« Je sais, je suis désolé, balbutia-t-il, la voix brisée. Je devais te le dire en face. »« Désolé pourquoi ?» demanda-t-elle, chaque mot précis comme une flèche. « Pour m'avoir laissée seule alors que je risquais ma vie ? Pour avoir manqué la naissance de Gabriel ? Pour m'avoir volé toute chance d'agrandir notre famille ? Pour m'avoir forcé à élever notre fils seul, dans la douleur et la peur ? Ou pour la honte, l'humiliation publique ? Chaque question était un coup de poignard. Pour tout, souffla-t-il effondré. J'étais lâche. J'ai tout détruit. Je donnerais n'importe quoi pour revenir en arrière. Un bref instant, quelque chose passa dans son regard, peut-être un éclat de l'amour qu'elle avait ressenti jadis. Mais il s'éteignit aussitôt. « Mais tu ne peux pas revenir en arrière, Étienne, » dit-elle doucement, implacablement. « Tu as choisi. Et tu nous as condamnés à vivre avec tes choix. Moi, je n'ai plus qu'à avancer. Toi, tu devras porter ce fardeau. » Elle ouvrit sa portière, s'installa, et sans un mot de plus, démarra. Étienne resta planté là, sur le trottoir, regardant la voiture s'éloigner avec ce qui avait été son monde entier. Il comprit alors que le regret n'était pas un sentiment temporaire, mais une sentence à perpétuité. Il avait troqué son avenir, son honneur et sa famille pour quelques heures d'évasion égoïste. Il avait cru voler au-dessus du monde, mais il s'était brûlé les ailes. Il lui restait son nom, sa fortune, mais plus rien qui ait un sens. Seul, face au reflet d'un homme qu'il méprisait, Étienne Dupont comprit qu'il avait trahi tout ce qui faisait de lui un homme. Si toi aussi on t'a trahi et laissé seul alors que tu donnais tout, cette histoire est pour toi. Clique sur j'aime, abonne-toi et dis-moi d'où tu écoutes. Parce que la vraie force, c'est de se relever sans rien demander à personne.